C'est donc une nouvelle licorne pour la French Tech. On est content avec l'ascension de Brevo. Bonjour Armand Tiberge. Bonjour. Vous êtes le fondateur et PDG de Brevo. Déjà bravo. Donc vous dépassez le milliard d'euros de Brevo, il fallait la faire. Vous dépassez le milliard d'euros de valorisation. C'est le début de quelque chose. C'est à la fois un accomplissement et le début d'autre chose. Ouais, on a cette valeur chez Brevo qui est aujourd'hui et le premier jour. Donc on se dit oui qu'on a fait plein de choses très bien. On a atteint 200 millions aussi d'ARR, donc de chiffre d'affaires récurrent le mois dernier. Donc, c'est aussi, double centaure. Voilà. Ouais, double centaure, exactement. J'ai appris un mot de bravo. Voilà. Et, mais en effet, c'est une super perspective pour nous, Brevo. On va atteindre 1 milliard de chiffre d'affaires en 2030. Donc on a plein de belles choses qui nous attendent. Il faut expliquer peut-être un petit peu ce que vous faites, Julien. Oui, bien sûr, vous êtes un spécialiste de la relation client, du marketing. Vous mettez à disposition tout le logiciel CRM en fait, pour tout un tas d'entreprises, de PME, TPE, ETI, etc. Et même des grandes entreprises. Carrefour, Louis Vuitton, Fnac, je ne dis pas de bêtises, ce sont vos clients. Une question sur ce financement de 500 millions d'euros que vous venez de réaliser en plus du passage effectivement du cap de licorne. Vous êtes rentable, vous l'avez dit, 200 millions d'ARR. Pourquoi vous aviez besoin de lever 500 millions, pas lever, mais pourquoi vous avez besoin d'un financement de 500 millions d'euros? Oui, en fait, on a des fonds à notre capital depuis 2017. Et en 2020, on a fait la dernière opération avec un fonds. On avait cet accord de sortie des fonds de 2020 en 2025. C'est Partech le fonds? Alors on a Partech en effet, 2017. Après, il y a Bridgepoint qui arrive en 2020 avec la BPI. Ils veulent récupérer leur bille, c'est ça? D'où le... Voilà, exactement. Tout simplement. Voilà, j'ai compris. Voilà. Donc nous, on est une boîte qui est rentable. Bridgepoint sort et BPI sort aussi. Alors, Bridgepoint et BPI réinvestissent une partie. Ils sortent une partie, ils réinvestissent une partie. D'accord. Partech sort complètement. Okay. Ça ne fait plus partie de leur thèse d'investissement. La boîte est devenue trop grosse. Et donc, les 500 millions, c'est de l'argent frais injecté par Oakley et Oakley Capital et General Atlantic. Ouais. Mais deux fonds américains. Alors, un fonds américain et un fonds anglais. Oakley Capital, c'est un fonds anglais qui investissent chez nous. Et donc, c'est de l'argent, c'est des actions, mais c'est de l'argent qui va essentiellement pour les actionnaires sortants. Il y a du new money ou pas là-dedans pour vous? Alors nous, comment ça fonctionne? Nous, on a... Pour votre développement. Oui, nous, on fait plus de 30 millions d'EBITDA aujourd'hui. On va continuer à croître dans le cadre de cette opération, il y aura de l'argent qui va rentrer, que ce soit de l'argent frais ou en crédit, ou je ne sais pas. Voilà, alors on a par ailleurs levé en effet de la dette, 200 millions de dettes, qu'on n'est pas inclus dans les 500 millions, qui vont servir à faire du M&A, à racheter d'autres entreprises. C'est une manière aussi de croître plus vite, d'atteindre ce milliard de chiffre d'affaires en faisant des opérations, des rachats. On a beaucoup de concurrents partout dans le monde, dans différents pays. On a aussi des secteurs adjacents sur lesquels on voudrait aller pour enrichir la plateforme et revendre aussi notre solution à nos clients, revendre leur solution à nos clients. Donc voilà. Ces rachats, ils vont intervenir dès l'année prochaine, dès 2026 ? Alors aujourd'hui, on étudie déjà. Vous avez déjà des cibles, évidemment. Ouais. Évidemment, on parle dans le pipe. Est-ce qu'il y a des cibles dans le pipe? On ne saura rien, j'ai compris. non, mais oui, évidemment. 2030, c'est quand même dans pas très longtemps. Ouais. On doit faire 400 millions de chiffre d'affaires supplémentaires en inorganique, c'est-à-dire en acquisition d'autres entreprises. Donc il y a 400 millions à aller chercher d'entreprises à racheter de chiffre d'affaires. Donc il faut s'y mettre dès 2026. Donc, pardon pour ma question sur pareil, mais qu'on comprenne bien, je pense à ceux qui nous regardent qui se disent je comprends rien du tout à ce que fait Brevo, le CRM, tout ça. Ouais. Pour la Fnac, vous avez dit qu'il y a Fnac comme client ou LVMH. Concrètement, vous faites quoi alors, ces boîtes-là? Concrètement, on les aide à gérer leur base client. C'est-à-dire que nous, on est une plateforme client. Donc concrètement, le client, par exemple, pour la Fnac, on est moi je suis client Fnac, allez. Voilà, client Fnac. Donc chez Fnac, on gère une partie de leur base client, on ne gère pas tout, mais on va parler un peu de la plateforme client de la Fnac. Cette plateforme client de la Fnac, elle gère par exemple tous les abonnés. Quand vous êtes abonné de la Fnac, vous avez le droit à une carte de fidélité. Quand vous passez en caisse, vous allez avoir des points. Donc nous, on a un logiciel qui va pouvoir gérer tous ces problèmes
de fidélité. Vous avez aussi avoir des messages qui vont être envoyés régulièrement. Vous avez des promotions qui sont seulement pour les membres ou qui sont pour tout le monde. Et donc, vous avez des équipes marketing qui vont travailler cette base de données, qui vont travailler leurs clients pour à la fin générer plus de business. Parce que nous, on est là. Nous, notre objectif, c'est vraiment de permettre à nos clients, au lieu d'aller acquérir des nouveaux clients qui sont toujours très chers à acquérir, finalement, d'aller voir les clients existants qui ont déjà acheté et donc qui rachètent et qui rachètent chez vous et à la fin fassent grossir le chiffre d'affaires du client. Hein, donc on est vraiment dans ces démarches aussi de fidélisation de la base de données. Hein, et donc on a plein de programmes, on a plein de canaux, donc on fait de l'email, du SMS, du chat, du wallet, du push, tous ces canaux. On a aussi des outils qui permettent d'orchestrer toutes ces datas, parce qu'il y a beaucoup de data, on a toutes les commandes clients, on va avoir tous les profils, les pages vues, les préférences du client. Et donc on a des systèmes intelligents qui vont justement permettre de segmenter, permettre d'orchestrer toute cette data clé. Et vos principaux concurrents aujourd'hui, c'est qui ? Alors nous, nos concurrents principaux, c'est essentiellement ou même uniquement des entreprises américaines. Hein, on est leader européen clair aujourd'hui. Salesforce est le premier, le plus connu, 40 milliards de chiffre d'affaires, beaucoup plus grand que nous, mais voilà, on travaille à les challenger. On a aussi HubSpot, hein, qui est plutôt sur le créneau B2B. Hein, qui permet aux entreprises de pouvoir, aux équipes commerciales, de pouvoir développer de trouver des nouveaux clients, de pouvoir mieux les convertir. Vous voulez vous développer aux États-Unis plus ? Alors aussi, les États-Unis, c'est vraiment un axe très important. Vous avez déjà 20%, je crois, ou même 25%, je crois, du marché. Un quart de vos activités sont aux États-Unis, je crois. Alors, on a 15% du chiffre d'affaires qui est aussi fait aux États-Unis. On a un bureau à Austin, hein, donc on a une petite centaine de personnes. Texas, excellent, voilà. On a une petite centaine de personnes qui sont là-bas aux États-Unis pour servir ces clients américains et canadiens. Qui est un client américain, par exemple ? Alors, par exemple, un site qui s'appelle bodybuilding.com, donc c'est le champion e-commerce du bodybuilding aux US. Je connais bien. Ouais, c'est ma spécialité. Voilà. Mais on a plein de clients. Plus building que body. Voilà, on a énormément de clients aux États-Unis et c'est drôle parce que quand on regarde les dynamiques d'attraction, c'est-à-dire le nombre de nouveaux clients qu'on acquiert tous les mois, c'est aux États-Unis que c'est très élevé. Hein. Donc on acquiert énormément de clients. Donc 25%, c'est pour ça que tu dis 25%. 25% des nouveaux clients de Brevo sont américains. Et le but, c'est d'avoir combien du marché du logiciel de la relation client aux États-Unis ? Alors, le marché global de la relation client aux États-Unis, c'est 50%, c'est-à-dire que 50% c'est le reste du monde et 50% aux États-Unis. Donc c'est un marché gigantesque. Les États-Unis, aujourd'hui, c'est que 15%, et donc on voudrait se rapprocher de 50%. Hein. Oui. Évidemment, on est européen. À quel horizon ? À quel horizon Alors, pour 2030, on voudrait être à 30%, hein, de passer de 15 à 30, donc c'est-à-dire que ça doit croître plus vite aux États-Unis que dans le reste du monde. On reste une boîte européenne, on investit beaucoup aussi les pays européens, on va investir l'UK, l'Espagne, l'Italie, enfin l'UK donc le Royaume-Uni. La France, l'Allemagne restent des pays cœur pour nous, il y a beaucoup de croissance. Donc les États-Unis, ce n'est pas le seul axe de développement, hein, on veut aussi continuer en Europe. Et on a cet avantage, la souveraineté pour nous, c'est vraiment la souveraineté européenne, c'est un élément hyper important, hyper clé. On est les seuls... le seul CRM leader européen avec les data qui sont en France, avec les data centers en France, contrairement à tous nos confrères américains. Il y a beaucoup d'entrepreneurs français, hein, enfin beaucoup, en tout cas il y a de plus en plus d'entrepreneurs français qui partent justement en ce moment, alors ça peut être pour des raisons fiscales, voilà, aux États-Unis. Est-ce que vous, personnellement, vous allez poser vos valises là-bas ou pas ? Ou pas, en effet, je suis plutôt sur le pose la question. non, je suis vraiment fasciné par l'époque qu'on traverse, par l'arrivée de Trump et de Vance il n'y a pas longtemps, hein, qui nous disent que finalement, Europe de se débrouiller tout seul. Hein, ça a commencé par la guerre en Ukraine, c'était la guerre en Ukraine, qui nous disent, en fait, nous on vous protégeait, on faisait un peu le parapluie, mais maintenant c'est terminé. Et je pense qu'il faut les prendre au mot, il faut les prendre très sérieusement, ces Américains. Hein. Ils ont été élus par 50% du peuple américain, et donc maintenant à nous de bâtir des géants du numérique, des géants industriels, des géants militaires. Aujourd'hui, on n'a pas assez d'armes pour aider les Ukrainiens, on n'a pas assez les droits de douane, on se fait imposer à peu près n'importe quoi par les Américains parce qu'on n'a pas cette puissance industrielle non plus.
hein. Et donc, il faut bâtir, je pense que l'Europe doit bâtir justement cette souveraineté, enfin rebâtir cette souveraineté européenne. Et ça commence aussi par la souveraineté numérique. Hein. C'est aujourd'hui les 7 magnifiques, là, les Google, Meta, etc., ça représente 100 fois en valorisation ou 50 fois en valorisation la valorisation de notre seul géant européen qui est SAP. Hein, on a SAP, on peut être très fier d'avoir SAP, mais malheureusement, à part SAP, il n'y a pas grand monde. Et donc ça, c'est vraiment un problème demain. C'est vraiment un problème demain. Donc il va falloir qu'on travaille à créer des géants souverains européens. Et voilà, et j'espère qu'avec Brevo, on arrivera à apporter un peu une petite brique à cet enjeu. Donc pas de déménagement pour vous personnellement aux États-Unis pour l'instant? Bien sûr que non. Okay. Combien de salariés aujourd'hui? On est 1000 en tout. 1000 en tout, 1000 salariés, ok. Mais être très fort, être un champion européen, ça veut aussi dire vendre à l'extérieur de l'Europe. Hein. On ne va pas se dire que parce qu'on est en Europe, on va vendre qu'à des Européens. Non. Est-ce qu'il est bon encore d'investir et d'entreprendre aujourd'hui en France? Mais c'est magnifique, je pense qu'on sous-estime souvent, les Français sont toujours très forts pour critiquer, mais moi je trouve que c'est fabuleux. La France, on a des pays qui aident vachement, on a des ingénieurs 3 fois moins chers que dans la Silicon Valley, on a des ingénieurs d'hyper bon niveau, on a un écosystème qui est très riche, avec plein de startups. Donc on a des talents vraiment pour créer des boîtes. Donc je pense qu'au contraire, évidemment, de manière très conjoncturelle, temporaire, il y a eu des questions évidemment autour du budget, la taxe. Alors, vous aviez signé il était pour. Une tribune, vous étiez C'est lui pour la taxe Zuckman. Est-ce que cette taxe Zuckman est enterrée? Vous n'êtes pas trop déçu? Non, mais je pense que c'est important. Alors moi, là où je suis très heureux, c'est que je pense qu'il faut qu'on arrive à reconnecter les Français avec leur politique, avec le monde économique, et il y a un problème aujourd'hui, c'est qu'il va falloir qu'on fasse des économies. Hein. Je veux dire, le budget, la France, un budget qui est très déficitaire depuis longtemps. Il faut être sérieux, il faut ramener le budget à l'équilibre. Hein. Et on ne peut pas demander aux Français de faire un effort sans demander aussi aux riches qui payent. Hein. Les chiffres sont là, moins d'impôts en moyenne, marginalement, que le Français moyen. C'est pas normal, c'est pas normal. Donc c'est aussi ça, c'est aussi cette injustice entre guillemets qui est perçue par les Français. Et d'ailleurs, quand vous interrogez les Français, ils ont été tous pour cette taxe. Elle n'est peut-être pas techniquement parfaite. Hein. Moi, j'ai proposé peut-être des aménagements, mais je suis très content parce que finalement, dans ce budget, il y a eu aussi des amendements qui font un peu contribuer un peu plus les gens qui ont beaucoup d'argent. Hein, les gens qui ont beaucoup d'argent, il y a beaucoup de niches aussi qui permettent d'avoir de payer moins d'impôts. Je pense qu'il faut que tout le monde fasse un effort. Hein. C'est vraiment le sens de ma position sur la taxe Zuckman. En 30 secondes avant de se quitter, on entend souvent que la French Tech est un peu morose en ce moment. Quand on vous écoute, on se dit que non. Bah oui, mais je pense que c'est aussi assez français que de voir toujours le verre à moitié vide. Non, mais on ne nie pas qu'il y a des boîtes qui licencient, que la croissance c'est assez pour beaucoup d'acteurs, etc. C'est aussi des réalités, même si ce n'est pas votre cas. Je crois au contraire qu'on est à une époque historique, un moment historique en France, avec l'Europe qui a la chance de pouvoir rebondir. Voilà. Est-ce qu'elle va vraiment rebondir? Moi, je pense que oui. Et je travaille à ce qu'elle rebondisse. Il faut qu'on travaille tous à ce qu'elle rebondisse parce les États-Unis nous offrent cette capacité de rebondir. Donc, saisissons-la. Et on parlait d'IA. Vous investissez aussi dans l'IA. Je crois que vous avez un plan d'investissement de 50 millions d'euros pour lancer. 50 milliards. Non, 50 millions. Bon, c'est déjà pas mal. On est en France. pour lancer un agent IA, je crois. Qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Alors, on a annoncé un plan d'investissement il y a 6 mois de 50 millions, hein, qui est toujours d'actualité aujourd'hui. On va continuer à investir. On a déjà sorti pas mal de choses dans la plateforme très intéressantes qui facilitent le travail de nos clients, hein, qui les rend plus productifs, qui les rendent aussi plus efficaces. Je vais prendre des exemples très très concrets. Hein. Aujourd'hui, pour enrichir, dans ma base de données, quand je veux enrichir des champs, je peux demander tout simplement à l'IA d'enrichir ces champs. Hein. Si j'ai nom, prénom, entreprise de quelqu'un, l'IA va automatiquement ajouter des champs, par exemple le secteur, le nombre de salariés qu'a l'entreprise. Donc ça, c'est directement intégré à la plateforme. J'ai aussi,
passe des appels téléphoniques, quand je suis un commercial, que je vais avoir un client au téléphone, à la fin de la discussion, j'ai automatiquement, grâce à Brevo, des emails qui sont créés en disant merci beaucoup pour cette discussion. Comme convenu, voilà, je vous joins en pièce jointe une présentation de la société à votre disposition pour mettre en place un autre appel téléphonique plus tard. Merci. Et automatiquement, l'email va être créé. Et donc à la fin, le commercial, il va passer moins de temps sur son CRM à faire des emails, etc. Et plus de temps avec le client. Allez, merci à vous Armand Thibert. Je rappelle que vous êtes le fondateur et PDG de Brevo. Merci. Merci.